Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce 20h. Revenons sur le passage à l'an 2014 qui s'est déroulé à Bamako dans le calme par rapport aux autres années, surtout en termes d'accidents de la route. Les urgences des hôpitaux ont eu beaucoup moins de travail ce 31 décembre. Au CHU Gabriel Touré, par exemple, 70 patients ont été enregistrés au service des urgences. L'année dernière, ils étaient plus de 100. Abdul Karim Kaba est allé voir. Contrairement aux autres 31 décembre, cette année, il y a eu moins d'accidents. Dans les centres hospitaliers visités, le taux d'accidents liés à la voie publique occasionné par la fête de Saint-Sylvestre est de normes quotidiennes. À l'hôpital du Mali, ils étaient au nombre de 7 blessés. Et au CHU Gabriel Touré, il y avait comme d'habitude 70 patients, dont 53 liés à la circulation routière. Donc oui, nous avons tout à fait admis des accidentés de la voie publique au cours de la période du 31 au 1er janvier. D'habitude, nous avons un taux d'admission de l'ordre de 70 patients par jour. Et la nuit du 31 au 1er, ça n'a pas dérogé à cela. Nous avons admis 70 patients au cours de cette période-là. Au total, nous avons reçu 7 patients accidents de la voie publique. Le plus souvent, nos patients ils venaient entre le stade du 26 mars et le 13e arrondissement. Nous avons reçu au total 7 accidentés, dont 3 portaient des fractures au niveau des membres. Parmi ces accidentés, les jeunes occupent 2% et 83% sont des hommes. C'est pourquoi les agents de la santé en appellent une fois de plus à la vigilance des usagers de la route. Trop pressé, très souvent on arrive trop tard. Sinon, on n'arrivera même pas. Donc, il faut demander à la jeunesse de circuler avec beaucoup de prudence. Quand on circule, il faut savoir que la partie la plus précieuse chez un homme, chez une personne, c'est la tête. Si la tête n'est pas là, on n'existe pas. Donc, demander à la jeunesse de porter les casques. Parce que si on porte le casque, au moins, s'il y a un accident, on a la tête qui est préservée. C'est de dire aux jeunes d'être beaucoup plus prudents par rapport à la circulation et de revenir, l'autorité vraiment doit revenir à apprendre aux jeunes, parce que le plus souvent ils savent même le code de conduite sur la route, ils ne le connaissent pas. Donc vraiment si on peut instaurer le permis de conduire pour les agents à 2 roues, quand même ça pourrait apporter un plus pour éviter les accidents. Parce que c'est des accidents vraiment évitables. Hormis les accidentés à l'hôpital du Mali, 2 filles ont tenté de se donner la mort pour des raisons de déception liées à la fête. Fort heureusement, elles ont pu être sauvées par les médecins. Nous vous annoncions hier l'incendie survenu à l'hôtel Numa Beliza qui a endommagé tout le restaurant. Ce jour, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme s'est rendue sur les lieux. C'était pour exprimer à l'endroit de la promotrice sa compassion et constater l'étendue des dégâts. Je vous propose d'écouter Berthé Aissata Bengali. Elle est au micro de Batraoré. Je suis venue au nom de tout le gouvernement du Mali et du président de la République présenter toute notre compassion et voir éventuellement l'état des dégâts. Je voudrais profiter de votre micro, remercier très sincèrement les sapeurs-pompiers qui ont pu maîtriser le feu à temps. Sinon, ce seraient tous les appartements aux environs qui ont pu être calcinés et les dégâts auraient pu être plus énorme. Je les félicite d'autant plus qu'ils ont tout fait pour qu'il ne puisse pas y avoir de perte en vie humaine. C'est vrai que nous avons les tables, les chaises qui ont été calcinées et tout le matériel du restaurant, parce que c'est le restaurant qui est au 5e étage et une partie du bâtiment. Le constat que je fais, notre secteur est en grosse difficulté, parce que les recettes ne sont toujours pas au rendez-vous à cause de la crise socio-sécuritaire qu'a subi notre pays. Donc les clients se font de plus en plus rares dans les hôtels et si on ajoute à cela tous ces murs calcinés, le matériel, donc c'est vraiment une grosse perte.
Le mois de décembre, mois national de lutte contre le sida, vient de prendre fin pour lutter contre le fléau en milieu scolaire et universitaire de façon efficace. Un comité sectoriel de lutte contre la maladie a été créé avec à sa tête la ministre de l'Éducation nationale, Togola Jacqueline Marie Nana. Le comité devra proposer des stratégies. Écoutons le message de la présidente recueilli par Aljumatina. Que le sida, plus que tout autre facteur, constitue une entrave objective à la réalisation de nos ambitions. Le secteur de l'éducation, de par sa position transversale par rapport à tous les segments de la stratification sociale et de sa vocation à développer le capital humain, doit occuper indéniablement une place prépondérante dans le combat engagé contre le VIH et le sida. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes fortement engagés à apporter notre contribution au changement qualitatif de comportement dans l'espace scolaire et universitaire. J'exhorte donc l'ensemble des acteurs du système éducatif à redoubler d'ardeur, à ne pas baisser les bras, à poursuivre les actions de lutte, surtout en cette période fragile de post-crise, car la lutte contre le sida est un combat de longue haleine. Tous ensemble, pour l'atteinte des 3 objectifs zéro, cela est possible. Ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, informe la communauté musulmane que le croissant lunaire Rabiul Awal ou Mauloud Kalo a été aperçu au Mali ce jeudi 2 janvier 2014. En conséquence, les dates des fêtes de Mauloud sont fixées comme suite. Naissance le mardi 14 janvier 2014, baptême le lundi 20 janvier 2014. Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le mandat de la législature prend effet à partir du 1er janvier 2014. Déjà au niveau de l'Assemblée nationale, des dispositions sont prises pour recevoir et orienter les nouveaux députés avant l'ouverture prochaine de la séance inaugurale, dont la date sera fixée par le président de la République. Alors, comment se feront l'accueil et l'installation et comment seront formés nos députés? Mahamadou Doumbia nous dit tout dans son reportage. Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les députés sont entrés en fonction depuis le 1er janvier 2014. Et pour les recevoir, les orienter, des commissions de travail sont déjà à l'œuvre. Nous allons commencer à recevoir les nouveaux députés à partir du lundi 6 janvier et pour toute la semaine. Et la commission sera sur place de 9h à 17h. C'est une commission qui a reçu également une formation de l'Assemblée nationale française, donc c'est dans le cadre aussi de cette collaboration. Tout en arrivant à l'hémicycle, les députés de la toute nouvelle Assemblée nationale doivent se munir de certaines pièces. Les députés doivent se munir d'une pièce d'identité, d'un extrait d'acte de naissance, d'un relevé d'identité bancaire et également de 2 photos. Mais pour les députés qui sont fonctionnaires, on souhaiterait qu'ils viennent également avec une copie de leur arrêté d'intégration à la fonction publique. Et également, il y a des huissiers qui seront dans la salle à leur disposition pour leur montrer le port des écharpes, les macarons, etc. Donc tout ce qui a trait à la procédure. Une seconde étape, ça va être également que nous allons prévoir aussi un séminaire où les députés seront programmés et formés par rapport véritablement au travail législatif. Tout cela, nous espérons, avant la séance inaugurale, qui, je le précise bien, sera convoquée par décret du président de la République. Avoir les députés assis dans l'hémicycle au cours des séances plénières ou d'autres cérémonies, certains se posent la question comment et dans quel ordre sont-ils installés. Au cours de la séance inaugurale, les députés seront placés en fonction de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a déjà un ordre qui est bien déterminé dans l'arrêt. Donc nous avons des huissiers sur place. Les députés viendront trouver que dans la salle de plénière, ce jour-là, toutes les places seront déjà identifiées et numérotées. Après la crise sécuritaire et sociopolitique qui avait ébranlé notre pays et après l'élection présidentielle, enfin, la mise en place d'une nouvelle assemblée parlementaire confirme une fois de plus que notre pays, le Mali, reste toujours debout.
Et le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des nouveaux députés qu'une permanence pour leur accueil est ouverte dans la salle Mamadou Konaté de l'Assemblée nationale. La commission administrative d'accueil qui siège sera à pied d'œuvre à partir du lundi 6 janvier 2014 de 9h à 17h et ce jusqu'à l'ouverture de la séance inaugurale. Pour faciliter les procédures d'accueil, les honorables députés doivent se munir des documents suivants: une pièce d'identité, un extrait d'acte de naissance, 2 photos d'identité, un relevé d'identité bancaire, une copie de l'arrêté d'intégration à la fonction publique pour ceux qui sont fonctionnaires. Le secrétaire général s'est compté sur une bonne compréhension de nos honorables députés. Pour tout autre renseignement, merci d'appeler les numéros qui s'affichent en ce moment au bas de votre écran, le 20 21 57 24 66 71 58 02, 66 24 25 25 et le 66 71 20 05. Présentation au drapeau des recrues du contingent 2013 du centre d'instruction militaire de Koutiala. Ils sont 1017 soldats aptes à servir sur les théâtres des opérations. La présentation a eu lieu en présence du chef d'état-major général des armées. Au RTM Sikasso, reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Ces soldats sont aptes à servir sur le théâtre des opérations. Ils ont été présentés au drapeau après avoir prêté le serment de s'engager à servir loyalement le Mali. Les soldats qui sont ici devant vous, qui seront présentés au drapeau dans les minutes à venir, ont été soumis à 6 mois d'intense apprentissage dans tous les domaines militaires, notamment au combat, au maniement d'armes, en discipline générale, sans oublier la sacro-sainte règle en vigueur dans toutes les armées, à savoir le droit humanitaire. Pour vous dire que nous offrons, monsieur le chef d'état-major adjoint, à ces jours solennels, des soldats loyaux aptes à servir la nation en tout temps et en toutes circonstances et sur tous les terrains les plus hostiles. C'est pourquoi le chef d'état-major général adjoint des armées a invité les soldats à servir dignement la nation malienne. Votre devoir est de vous conformer aux lois de la République, de servir avec loyauté et dévouement, d'honorer le drapeau et de respecter les traditions nationales, de vous interdire tout acte, propos ou attitude contraire aux intérêts ou à l'honneur de la nation. En tant que membre des forces armées et de sécurité ensuite, votre devoir est d'observer la discipline et les règles militaires, d'accepter les suggestions de l'état militaire, d'assurer la protection du secret, de prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placées sous votre dépendance. Les autorités militaires et civiles ont suivi la présentation des recrues au drapeau, le chant du contingent avant d'assister à une démonstration de combat clôturée par un imposant défilé. Voilà, c'était bien en présence du chef d'état-major général adjoint des armées. En 5e région, un projet d'appui à la promotion des femmes a été lancé à Bandiagara pour plus de 173 millions de francs CFA. L'initiative de l'ONG GAS Mali devra renforcer les capacités économiques des femmes de la région. Mahamar Ibrahim Touré. L'ONG GAS Mali, groupe d'animation Action au Sahel Mali, a initié le projet appui à la promotion des femmes engagées dans le commerce transfrontalier et transrégional. Il a été financé par le fonds NEPAD Espagne pour un coût de 173 726 425 francs CFA. Aujourd'hui, avoir un projet qui accompagne les femmes à faire le commerce avec toute la latitude, avec toute la liberté possible, avec tous les moyens requis, vraiment c'est une initiative à saluer. Pour réussir cette mission, celle de promouvoir les capacités économiques des femmes et de les protéger contre les VBG, GAS Mali s'est compté sur une synergie d'action avec l'ensemble des acteurs que vous êtes. Le projet est une contribution à l'autonomisation des femmes à travers le renforcement de leurs capacités économiques et aussi des protections contre les violences basées sur le genre. Il faut quand même qu'elle ait des connaissances très approfondies. Il faudrait aussi, n'est-ce pas, qu'elle se moule dans le monde des affaires tant internes, n'est-ce pas, qu'externes.
Les groupes cibles du projet sont les femmes commerçantes, transfrontalières et transrégionales du réseau des femmes entrepreneurs. À Gao, l'ONG Right to Play et l'UNICEF sensibilisent les enfants sur les dangers des explosifs. Une vaste campagne vient d'être lancée à cet effet dans la commune rurale de Gunzurei. Les précisions de Aïssata Salioumaïga. Préoccupés par l'existence des engins explosifs dans la région de Gao, après les moments de reconquête, Right to Play et l'UNICEF collaborent pour accentuer la sensibilisation de la population dans la commune rurale de Gunzurei. Ainsi, les enfants et les grandes personnes doivent être informés, sensibilisés et éduqués sur les dangers des R&G. En plus de toutes les campagnes de sensibilisation, Right to Play s'appuie sur son approche pour éduquer, sensibiliser la communauté et à travers une grande mobilisation communautaire. C'est une très bonne chose parce que ça permettra aux enfants quand même de faire attention à tout ce qu'ils voient. Surtout que Gao était une zone de conflit. Donc il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et c'est les enfants qui sont un peu partout. Pour atteindre ce but, les organisateurs ont eu à faire des communications en guise de sensibilisation sur les dangers des munitions et explosifs de guerre abandonnés dans les zones en situation de conflit. Le marché des Kadji était le mieux indiqué pour véhiculer ce message. Une soixantaine de jeunes volontaires seront mobilisés pour mener cette campagne d'information sur les restes des explosifs de guerre. Les messages choisis sont « Ne touchez pas aux objets suspects »,« Sachez reconnaître les signaux de danger »,« S'arrêter »,« Se souvenir du lieu »,« Signaler », entre autres. Dans quelques jours, les bâtiments administratifs de Kidal seront prêts à recevoir les services déconcentrés de l'État. L'assurance a été donnée au gouverneur de Kidal par les entrepreneurs. Rappelons que les travaux de réhabilitation de ces bâtiments ont débuté le 23 décembre dernier. Timoko Sagara. C'est un véritable maître d'ouvrage que le chef de l'exécutif régional a visité les travaux de restauration des bâtiments administratifs, ainsi de la résidence du gouverneur au logement du contrôle financier en passant par les logements des conseillers du gouverneur, compartiment par compartiment, aucun détail n'a été omis. Ça, je ne peux pas dire quand ça va finir, mais nous espérons d'ici le 10, on va faire le maximum pour vraiment vous mettre à l'aise et mettre la population de Kidal à l'aise. Si à la résidence du gouverneur, l'heure est à la démolition et au ravitaillement en peinture, ciment, électricité et carreaux, au niveau des autres bâtiments, c'est le colmatage des fissures qui est à l'ordre du jour. Il y a toutes les entreprises sont décédées. Il y a beaucoup d'entreprises. Nous sommes en groupement. Il y a à peu près 5 groupements de différentes entreprises. Il n'y a pas des entreprises différentes sur ça. Visiblement très satisfait des travaux en cours, le gouverneur n'a pas manqué de lancer une exhortation à tous les entrepreneurs chargés des travaux. Les temps ont changé, donc je leur demande de bien faire le travail, parce que ça sera contrôlé par tous les techniciens. Et chaque fois qu'un technicien contrôle, il trouve une remarque, ou bien il trouve que tel travail n'est pas bien fait, l'entrepreneur est obligé de revenir là-dessus. Le problème qu'ils m'ont souligné, c'est le problème de la main-d'œuvre. En tout cas, les services régionaux, après 6 mois d'occupation des locaux de l'ex-mairie, peuvent avoir espoir de rejoindre leurs bureaux respectifs et faire face au développement de la région de Kidal. Le club Rotary Bamako Djoliba a remis ce jeudi des matériels et divers produits aux enfants hospitalisés au CHU Gabriel Touré. La valeur du don est estimée à plus de 2 millions de francs CFA. Nouroum Sissoko. Ce don du Rotary Club Bamako Djoliba aux 152 pensionnaires de la pédiatrie du CHU Gabriel Touré est composé entre autres de couches, de jouets, de seaux, d'une quantité importante de savon, de grésil, de gants. L'activité est intitulée Arbre de Noël par Rotary International. Elle consiste à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Les couches les plus vulnérables, ce sont les enfants, les femmes. Donc nous avons choisi les enfants malades de la pédiatrie pour rester vraiment dans les options vraiment de notre association. Le Rotary Club Bamako Djoliba espère que son geste fera des émules. Le Rotary, contrairement à ce que les gens pensent,
n'est pas un club de riches, c'est vraiment des bonnes volontés qui ont l'amour de l'autre. Et nous demandons tout simplement à tout le monde de venir nous rejoindre. Le directeur adjoint du CHU, Gabriel Touré, a apprécié ce tapis qui ne peut qu'améliorer la qualité des services selon lui. Cette 8e édition de l'arbre de Noël a coûté plus de 2 millions de francs CFA au Rotary Club Bamako-Djoliba. Un mot de sport. La Fédération malienne d'athlétisme et la Bank of Africa ont animé cet après-midi une conférence de presse. Une conférence au cours de laquelle les deux partenaires ont informé les journalistes de l'organisation du marathon international du groupe Bank of Africa à Bamako. La compétition est prévue le 2 février prochain, compte rendu de Isaac Tienou. Pour la 6e année consécutive, le marathon international du groupe Bank of Africa sera une occasion de communion entre les athlètes d'Afrique à Bamako. L'édition de 2014 verra la participation de 15 pays contre 14 à la dernière édition. De jour en jour, ce partenariat entre la Fédération malienne d'athlétisme et la Bank of Africa ne fait que se renforcer. Le marathon est une discipline sportive d'endurance, de résistance, du désir de victoire et bien encore que l'athlétisme transfère à la jeunesse. Nos élèves étudiants se mobilisent pour faire une grande participation et nos athlètes militaires, après la libération de notre pays, ils feront preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille. Le choix du marathon est lié au fait que c'est une discipline qui met en avant les valeurs communes à notre groupe, telles la persévérance, la gestion disciplinée et rigoureuse de ses ressources afin d'atteindre le but et franchir la ligne d'arrivée avec succès. Cette année, comme d'habitude, 3 catégories sont concernées par ce marathon international du groupe Bank of Africa, à savoir les cadets, les seniors femmes et seniors hommes. Un partenariat Fédération d'athlétisme groupe Bank of Africa salué par les responsables en charge du sport au Mali. Une épreuve assez exigeante comme le marathon va exiger de chacun des efforts, mais aussi beaucoup plus de courage et d'engagement. C'est le lieu pour moi de saluer le partenariat gagnant Fédération malienne d'athlétisme Bank of Africa qui, pour la 6e fois consécutive, organise le marathon Bank of Africa. Le marathon international du groupe Bank of Africa est prévu pour le 2 février, ici à Bamako. La nation rend hommage à Oumar Sorili, grand commis de l'État. Il est décédé ce 31 décembre. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi au cimetière de Sotuba. Les autorités nationales, au nombre desquelles le chef de l'État, ont témoigné leur reconnaissance à l'illustre disparu. Alessane Touré revient sur le parcours de l'homme. Symbole de constance, de droiture et d'engagement, les qualificatifs n'ont pas manqué pour les amis d'Oumar Sorili qui ont tenu à rappeler ce qu'a été la vie et l'œuvre de l'illustre disparu. Né en 1924 à Kita, Barou, comme l'appellent affectueusement ses anciens compagnons, a été le principal artisan de la création de l'ex-Somiex, la société malienne d'importation et d'exportation, dont il fut d'ailleurs le premier directeur. Les larmes du grand RDA, le parti de ton cœur, et nos pleurs sont l'amour en présage. Les larmes de la République, qui pleure son digne fils, sont versées en reconnaissance de tes valeurs. Des mots d'amitié pour nous aider à supporter l'intense douleur, les beaux messages de condoléances des amis sont des douceurs qui nous rappellent que la mort n'est pas une fin. Ton décès, cher camarade, toi qui as été un grand combattant, un grand patriote intrépide, un grand résistant à l'adversité, est une délivrance, une porte vers un nouveau demain. Agissant comme il se doit, face au chantage inadmissible, le gouvernement présidé par le camarade Modibo Keïta a nommé le camarade Oumar Sorili, directeur général de la SOMEX, Société malienne d'importation et d'exploitation, et lui a donné un capital de 100 millions de francs pour assurer l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité
et l'exportation après commercialisation des produits agricoles tels que l'arachide et le coton. Oumar Soleli, à la tête d'une équipe de patriotes, a organisé un réseau de distribution couvrant l'ensemble du territoire national avec un effectif de 1100 employés. La gestion de la CES, comme celle de toutes les sociétés d'État de la Première République, était basée sur le principe de l'équilibre rigoureux, toute subvention ayant été exclue au départ. Ni la prison, ni la retraite n'ont eu raison de son engagement et de sa détermination. Oumar Sorili aura servi aussi bien en Guinée qu'au Mali, où il a occupé notamment les postes de chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, puis directeur de cabinet du vice-président de la République en 1959. Nous sommes réunis ce jour dans la douleur pour rendre un dernier hommage à notre père, notre frère, notre ami, notre oncle, notre grand-père El Hadj Oumar Sorili, que la mort brutale vient d'arracher à notre affection commune ce mardi 31 décembre à l'âge de 90 ans. Il est né vers 1924 à Kati de feu Sorili et de feu Aminata Oumoudia. Feu Al-Hajj Oumar Sorili fit ses études primaires à Kati et obtient son certificat d'études primaires élémentaires en 1939 à Kita. Admis ensuite à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères en 1940. C'est en 1948 qu'il entama sa carrière administrative en qualité de commis expéditionnaire et est affecté à Kouroussa où il servira jusqu'en septembre 1955. El Hadj Oumar Sorili reviendra au Soudan actuel, République du Mali, en juillet 1957 à la demande de l'Union soudanaise RDA, dont il fut un militant inconditionnel. Ses brillantes qualités d'administrateur chevronné lui ont valu d'être nommé chef de cabinet au ministère de l'Intérieur et de l'Information du gouvernement de la loi cadre en 1957. En 1960, il est nommé premier directeur général de la plus haute prestigieuse société nationale de notre pays, à savoir la SOMIEX, Société malienne Import-Export. Démocrate convaincu, il fut arrêté en 1974 en même temps que certains de ses compagnons de lutte pour diffusion de tracts dénonçant le référendum organisé par les autorités de l'époque. En 1983, El Hadj Oumar Ly fit valoir ses droits à la retraite. Membre influent de l'USRDA, l'homme sera de tous les combats. Pour ses camarades de l'actuel IMRDA, Barou est toujours présent à travers son œuvre. Il est commandeur de l'Ordre national du Mali. Oumar Sorili bouclait presque ses 90 ans. Il laisse derrière lui une veuve et 7 enfants. Écoutons à présent le président de la République qui a tenu à rendre un vibrant hommage à Oumar Sorili, un exemple, dit-il, qui doit inspirer les jeunes générations. Il est au micro de Alocene Touré. Une grande conscience nationale, un grand patriote, intrépide, un grand commis de l'État, un compagnon de Modibo Keïta, sénateur de la République du Mali, s'en est allé. Le peuple a su lui rendre l'hommage de mérite établi, avéré. Et sa mort, dans sa douleur, nous est une leçon insigne. Un modèle, un exemple à servir la patrie avec foi, avec dignité, avec noblesse. Un père nous a quittés. Un homme, au sens plein de ce terme, un homme de bien, nous a quittés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce modèle continue d'inspirer les générations. Gloire d'un père, Oumar Sorili.
Amen. Que la terre lui soit légère. L'interview de la semaine reçoit ce soir le professeur Abdoulaye Diarra, professeur de droit constitutionnel, recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Au milieu de cet entretien, les prérogatives de la haute cour de justice et la notion de haute trahison. Un entretien avec Yaya Konaté à suivre après ce journal qui s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.